tout le monde, je vous souhaite une très heureuse année 2022. En vrai, on est encore en décembre. Aujourd'hui, je vous présente mon portefeuille d'investissement en intégralité. J'avais prévu de le faire pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne, mais comme je sais pas si ça va arriver un jour et que j'ai trop hâte, j'ai pas pu résister. Mais on croise les doigts quand même. Je vous présenterai d'abord la répartition globale de mon portefeuille entre les grandes classes d'actifs et ensuite on entrera dans le détail de la répartition pour chaque classe d'actifs. Et au fur et à mesure, je vous donnerai mes grands principes qui sont finalement des principes très simples. On commence par la vue globale de mon portefeuille et de ma situation. Déjà, il faut savoir que j'investis surtout pour mettre mes finances au service de mes projets de vie plutôt que par passion pour la technique ou pour les transactions ou pour le frisson de la prise de risque. Du coup, j'essaye autant que possible d'investir de la manière la plus simple possible en minimisant le nombre de comptes que je dois gérer, le nombre d'opérations que je dois faire manuellement, le nombre d'entreprises que je dois surveiller et tout. À court terme, mes objectifs, ça va être de me sentir en sécurité et même à l'aise et de dégager un apport pour pouvoir investir dans une résidence principale. Mais sinon, je considère que je suis encore au début de ma vie et du coup, j'essaye essentiellement d'investir à long terme, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans, pour pouvoir plus tard travailler un petit peu moins et profiter de ma famille. Et du coup, mon horizon placement de long terme se reflète dans la répartition de mon portefeuille. Déjà, j'ai uniquement 6% en cash, mais je ne sors jamais avec parce que j'ai tendance à le dépenser n'importe comment parce que j'ai l'impression qu'il est déjà dépensé à partir du moment où il sort de mon compte en banque. Ensuite, j'ai 20% dans des livrets réglementés que je me garde sous la main pour pouvoir me sentir à l'aise. Ça veut dire pouvoir gérer sereinement en imprévu, pouvoir partir en vacances, pouvoir réinvestir si jamais une bonne opportunité se présente et pouvoir bientôt gérer l'appartement que je vais mettre en location. J'ai 65%, soit la grande majorité de mon portefeuille qui sont investis en bourse pour pouvoir valoriser mon capital à long terme et je vous montrerai ensuite dans le détail comment est-ce que c'est réparti. Et enfin, j'ai 6% qui sont investis dans quelques cryptos et qui me permettent de garder mon attention sur ces nouvelles technologies et voir venir si jamais à un moment donné il y a une adoption massive soudaine. Mais je vous montrerai aussi le détail par la suite. Pour l'instant, on ne voit pas encore d'immobilier apparaître dans mon portefeuille. J'ai parlé un petit peu de mon projet de mettre un appartement en location dans d'autres vidéos, mais globalement, j'ai investi dans le neuf et comme je n'ai encore rien amorti pour l'instant, je ne considère pas qu'il y ait quoi que ce soit d'immobilier dans mon portefeuille. Et j'ai aussi le doux rêve d'investir un jour dans ma résidence principale, on en a parlé juste avant, donc ça aussi ça va participer à enrichir la classe immobilière. Comme je vous le disais, la bourse constitue la grande majorité de mon portefeuille et en particulier, j'investis essentiellement dans des ETF bien diversifiés parce que ça me permet d'investir passivement grâce à des virements programmés mensuels. Ça représente 69% de mes investissements en bourse. Et j'investis activement le reste dans des actions d'entreprises qui me plaisent, mais on va y venir. Pour les ETF en particulier, j'applique la stratégie la plus connue et la plus simple, mais qui n'en est pas moins très performante. Investir en majorité dans des ETF qui vont répliquer la performance du MSCI World, donc un index qui suit la performance des pays développés. Dans mon cas, ça représente 60% de mon portefeuille d'ETF. Et investir un petit peu dans des ETF qui répliquent la performance des marchés émergents qui eux ne sont pas couverts dans l'index MSCI World. Et pour moi, ça représente 7% de mon portefeuille d'ETF. Et en vrai, on pourrait n'avoir que ça, puisque globalement, ça permet de répliquer la performance des marchés mondiaux. Et après, en fonction des périodes, j'augmente un petit peu mon exposition à certaines choses. Le SP500, par exemple, pour surpondérer les États-Unis dans mon portefeuille et profiter de leur dynamisme. Le CAC 40 une fois, parce que après la baisse des marchés en 2020 et la superbe hausse qu'il y a eu juste derrière, la France et l'Europe étaient encore un petit peu en retard, donc il y avait encore moyen de prendre un petit peu de performance. Et j'investis aussi maintenant dans un ETF Nouvelle Énergie parce que je pense que c'est une direction qu'on va être obligé de prendre et ça me fait plaisir de me dire que je participe. Ou en tout cas que je soutiens la démarche. Et c'est tout, mais je pense que c'est déjà beaucoup parce que pour cette partie de mon portefeuille, je veux vraiment investir de manière passive et je veux éviter de multiplier les lignes à l'infini pour devoir après les suivre dans le détail. On passe maintenant aux actions. Aujourd'hui, j'ai 12 actions dans mon portefeuille qui sont réparties comme suit. Comme vous pouvez le voir, ici je ne cherche pas forcément à couvrir tous les secteurs ou toutes les zones géographiques puisque je suis déjà largement diversifiée avec la partie ETF de mon portefeuille et aussi un petit peu en dehors de la bourse. Et même si je vais essayer, je ne pense pas vraiment surperformer le marché puisqu'en général, une stratégie passive va être beaucoup plus performante qu'une stratégie active.
parce que ça réduit l'impact des biais cognitifs. Ici, l'objectif, c'est surtout d'investir dans des projets et un avenir qui me plaisent, même si, bien entendu, je m'assure quand même à chaque fois d'investir dans des entreprises qui sont en bonne santé. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente un petit peu les critères et les ratios que je regarde avant d'investir dans une action, avec les grands principes que je me donne et que j'essaye de bien respecter. Je vous la mets quelque part dans le i. J'avais déjà mentionné, mais je n'investis que dans des entreprises qui dégagent des bénéfices sur un certain nombre d'années, et donc ça fait que je manque une partie de la super performance des actions de croissance, mais je préfère ça plutôt qu'investir dans des projets qui ne sont pas encore rentables. Et quelque chose que j'ai pas forcément trop abordé dans l'autre vidéo, c'est que pour moi, les dirigeants, c'est aussi très important, parce qu'il faut qu'ils aient une vision pour l'avenir et qu'ils aient suffisamment de charisme pour porter cette vision sur de longues années, et faire des paris parfois difficiles. Donc si on revient à mon portefeuille, comme vous pouvez le voir, j'ai à la fois des actions de croissance, comme Google qui a doublé son bénéfice par action sur une année, ou encore Tesla qui a triplé son bénéfice par action sur une année, mais qui ne verse pas encore de dividendes. De grandes entreprises matures qui à la fois continuent à augmenter leurs résultats, mais peut-être dans une moindre mesure, et en plus versent des dividendes. Donc c'est le cas par exemple de Air Liquide qui est un peu le grand classique français pour PEA, ou encore Schneider Electric ou Sony. Et quelques actions à force dividende, comme par exemple Amundi qui a une très bonne santé financière et un rendement de 5,55% actuellement. Ou encore Nexity et son rendement de 5,68% et dans lequel j'ai investi pour jouer le rebond puisque les résultats n'ont pas forcément été excellents sur les dernières années mais ont tendance à s'améliorer maintenant. Et l'action est pas chère. Avec le temps, je pense que je mettrai de moins en moins d'actions de croissance dans mon portefeuille et peut-être même que j'en revendrai pour un peu matérialiser la plus-value. Et qu'au contraire, je mettrai progressivement de plus en plus d'actions à dividendes qui vont permettre ensuite de générer des revenus. Voilà, et c'est ce qui à terme devrait me permettre de, par exemple, travailler un petit peu moins. Et en vrai, comme j'ai un peu la flemme, j'espère que les entreprises de croissance qui ne versent pas de dividendes aujourd'hui seront un petit peu plus matures dans quelques décennies et feront partie de ces grandes entreprises matures qui versent des bons dividendes et qui sont solides. Comme ça, je peux les garder. Et pour finir en beauté, il y a les cryptos qui représentent 6% de mon portefeuille. J'investis dedans pour plein de raisons qui sont vraiment super en théorie, mais comme pour l'instant le niveau d'adoption et les cas d'usage réels sont encore très limités, le niveau de risque reste très élevé et du coup je n'y mets vraiment que des montants que je suis prête à perdre. Mais j'avoue, si je les perdais, je serais trop fâchée. Quelques raisons d'investir dans les crypto-monnaies. Et vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez qu'on en parle un petit peu plus. Il y a une baisse de confiance en la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie des banques, et une baisse de confiance en les institutions, comme les gouvernements ou les banques centrales. Là où au contraire, les crypto-monnaies gagnent progressivement en reconnaissance. C'est d'autant plus vrai que pour la monnaie traditionnelle, il existe une autorité centrale qui est capable de manipuler la quantité de monnaie en circulation, et notamment d'en émettre davantage, comme ça a été le cas depuis 2020, ce qui a tendance à dévaloriser la monnaie et générer de l'inflation, là où la plupart des crypto-monnaies sont limitées en nombre dès le départ. En théorie, la technologie de la blockchain qui supporte les crypto-monnaies doit permettre de retirer des intermédiaires et améliorer la traçabilité des échanges. Ce qui serait bien pratique par exemple pour faciliter les échanges financiers sans avoir à passer par des banques ou pour simplifier les actes qui sont aujourd'hui notariés. Mais il y a une infinité de possibilités. Et enfin, les performances sont très bonnes sur les dernières années, mais avec une part de risque, et notamment à condition d'avoir investi dans des crypto-monnaies qui existent encore aujourd'hui ou d'être sorti à temps avant les fortes baisses. Mais il faut admettre qu'on n'a pas encore beaucoup d'historique pour voir vraiment comment se comportent les crypto-actifs en fonction de la situation. Parce que j'ai pas envie non plus de suivre tous les projets un par un parce qu'il y en a des centaines qui sortent tout le temps là. J'investis que dans 3 cryptoactifs qui sont en fait les plus connus et les plus gros. Le Bitcoin pour environ 60% de mon portefeuille de crypto-monnaies parce que c'est le plus ancien, le plus adopté et le plus sécurisé, même si bon, c'est pas le plus performant ou le plus efficient. L'Ethereum pour environ 30% parce qu'aujourd'hui beaucoup de projets sont développés dessus et qu'on a régulièrement des évolutions technologiques. Et le Cardano pour environ 10% de mon portefeuille de crypto parce qu'il est moins énergivore et censé être plus efficace. Ça y est, vous savez tout sur mon portefeuille. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos vœux de bonheur pour la nouvelle année dans les commentaires avec peut-être vos stratégies et vos convictions en termes d'investissement. Et à très vite j'espère dans une nouvelle vidéo. Bisous!